Comment une femme peut-elle survivre à un amour qui, un soir, a changé de visage sans que personne ne le voie venir? Un souffle, un silence bref. Et pourquoi, des décennies plus tard, le simple souvenir de cette nuit suffit encore à faire vaciller la voix d'Isabelle Boulay? La caméra imaginaire se rapproche doucement, comme si l'on s'apprêtait à franchir une porte longtemps restée fermée. C'est à ce moment-là que les mots apparaissent, presque suspendus dans l'air. Des décennies plus tard, Isabelle Boulay réfléchit à son divorce raté avec Éric Dupond-Moretti. Mais comment une femme qui faisait vibrer l'Olympia et la place des Arts a-t-elle pu, au sommet de sa gloire, cacher une fissure que personne ne voyait encore venir? Et si, sous les projecteurs qui l'ont portée si haut, personne n'avait vraiment vu la femme derrière la chanteuse? C'est la question qui revient aujourd'hui, des décennies plus tard, lorsque l'on écoute Isabelle Boulay replonger dans ce passé qu'elle avait tenté d'enfouir. Elle évoque son divorce avec Éric Dupond-Moretti comme on évoque une plaie ancienne. Elle ne saigne plus, mais elle brûle encore, doucement, dans une zone que personne n'ose toucher. Derrière son sourire chaleureux, derrière les salles combles, derrière la femme forte que la francophonie croyait connaître, il y avait une solitude sourde, presque honteuse, qu'elle tentait de cacher comme on cache une fissure sur un mur que l'on ne veut pas voir s'effondrer. À l'époque, la France l'admirait. Cette voix ample, ce timbre chargé d'émotion, cette aura lumineuse qui semblait défier le temps. Elle chantait devant l'Olympia, la place des Arts, Carthage, comme si la scène était son royaume naturel. Et pourtant, à mesure qu'elle raconte aujourd'hui ce qu'elle a vécu, on comprend que ces moments de gloire étaient aussi des refuges, parce qu'en dehors de la musique, un autre monde se refermait lentement sur elle, un monde où la parole se pesait, où les gestes se contrôlaient, où le doute devenait un compagnon invisible mais obstiné. Elle ne s'en rendait pas compte au début, bien sûr. Personne ne se rend compte des choses qui s'effritent lentement, comme la fatigue qui gagne jour après jour jusqu'à devenir un état permanent. Elle raconte qu'il y a eu un soir, un seul, où elle a compris que quelque chose se brisait. Pas un cri, pas un geste brusque, juste un mot prononcé à demi-voix, chargé d'une froideur qu'elle n'avait encore jamais entendue. Elle ne le répète pas aujourd'hui, par pudeur sans doute, mais aussi par loyauté envers une époque où elle croyait encore que l'amour pouvait s'arranger. Ce mot-là, dit-elle, a laissé une trace que les années n'ont jamais tout à fait effacée. C'est ce soir-là qu'elle a senti un glissement imperceptible, comme si sa vie intime devenait un terrain où elle n'avait plus vraiment sa place. Elle venait de chanter devant des milliers de personnes, elle brillait encore de cette énergie électrique qui suit les spectacles réussis, mais en rentrant chez elle, elle a ressenti une étrange distance, comme si quelqu'un ou quelque chose plaçait soudain un voile entre ce qu'elle était sur scène et ce qu'elle devait être à la maison. Elle ne savait pas mettre de mots sur ce malaise. Qui le pourrait? Comment savoir que ce qui commence par une remarque légère peut devenir une ombre qui s'étend? Elle dit aujourd'hui qu'elle n'a pas compris tout de suite, qu'elle a voulu croire à la fatigue, au stress, à la pression médiatique, qu'elle s'est dit qu'elle exagérait, qu'elle devait faire plus d'efforts, être plus attentive, plus douce, plus parfaite presque. Pourtant, peu à peu, cette perfection imposée est devenue un piège silencieux. Elle attendait son compagnon dans l'ombre des coulisses, se demandant si elle avait été assez bien, si son attitude pendant l'interview n'allait pas provoquer un nouveau commentaire tranchant. Elle en venait à se censurer avant même de parler, comme si chaque mot pouvait déclencher un froncement de sourcils qu'elle redoutait davantage qu'un conflit ouvert. Ce n'était pas la peur d'un éclat, non. C'était pire. La peur d'un jugement glacial, d'une déception muette, d'un silence qui en disait trop long. Une tension qui ne criait jamais, mais qui s'insinuait dans tout, jusque dans sa façon de respirer.
Et cette tension, bien sûr, personne ne la voyait. À l'écran, on ne percevait qu'une femme radieuse, mais elle se rappelle aujourd'hui ces soirs où, juste avant d'entrer sur scène, sa gorge se serrait sans raison. Elle pensait que c'était le trac, puis elle a compris que ce n'était pas la scène qui l'effrayait, c'était le retour à la maison. Un paradoxe douloureux pour une artiste qui avait toujours trouvé refuge dans la vie intime. Elle avait construit une carrière sur la vérité émotionnelle et se retrouvait à jouer un rôle dans sa propre vie. Le contraste la rongeait. Peut-être est-ce cela, la solitude la plus cruelle, celle que l'on vit à deux. Elle dit que la maison semblait pleine, mais qu'elle s'y sentait de plus en plus petite, comme si elle devait se fondre dans une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait pas. Elle choisissait ses vêtements en fonction de ce qu'elle pensait convenir. Elle reformulait ses phrases, anticipait les réactions, cherchait à éviter les remarques qui tombaient comme des rappels à l'ordre. C'est dans ces ajustements minuscules que le malaise s'installait. Et Isabelle, pudique par nature, n'a rien dit, ni à ses proches, ni à ses collègues, ni même à elle-même. Aujourd'hui, quand elle parle de cette époque, un mélange de douceur et de gravité traverse sa voix. Elle ne cherche pas à accabler. Ce n'est pas son style. Elle préfère évoquer le chemin intérieur, ce long processus où l'on s'éloigne de soi sans s'en rendre compte. Elle regardait les photos d'elle dans les magazines et se demandait quand son regard avait cessé de briller vraiment. Le public, lui, continuait d'admirer la diva. Mais derrière l'image, une femme fatiguée tentait de maintenir un équilibre qui se fissurait chaque jour un peu plus. Cette vérité-là, elle ne pouvait pas la partager alors. Elle avait trop peur qu'on ne la comprenne pas, qu'on minimise ce qu'elle vivait, qu'on la juge faible. Pourtant, elle n'était pas faible, elle était seule, et c'est souvent la même chose. Des décennies plus tard, elle le dit sans amertume. Son divorce n'a pas seulement été la fin d'une histoire, mais la prise de conscience qu'elle avait laissé son propre silence l'engloutir. Une confession douce, presque murmurée, qui révèle la profondeur d'une blessure longtemps ignorée. Et c'est précisément ce retour sur elle-même qui bouleverse tant de femmes et d'hommes aujourd'hui, surtout ceux qui ont traversé, eux aussi, une époque où l'on croyait qu'aimer signifiait s'effacer un peu. Elle raconte désormais ce passé avec une lucidité nouvelle, comme si les années avaient enfin donné un sens à ce qu'elle n'avait pas su nommer. Son histoire n'est pas celle du scandale, mais celle d'une vérité intime, délicate, que beaucoup reconnaîtront sans l'avouer. Et lorsque sa voix se brise légèrement en parlant d'elle-même, on comprend que certaines cicatrices, même anciennes, continuent de nous apprendre qui nous sommes vraiment. Et pourtant, quelque chose en elle a fini par se réveiller, comme une lumière ténue qu'on croyait éteinte et qui, contre toute logique, recommence à vibrer au fond d'un cœur qui a trop longtemps accepté l'ombre. Elle raconte que cela n'est pas arrivé brusquement, pas sous la forme d'un choc spectaculaire, mais plutôt comme un souffle qui revient après une longue apnée. Un matin, ou peut-être un soir, elle ne sait plus très bien, elle s'est regardée dans le miroir et n'a pas reconnu la femme qui lui faisait face. Ce n'était pas la fatigue d'une tournée, ni l'usure du temps, c'était autre chose. Une absence. Une silhouette qui semblait flotter en dehors d'elle-même. C'est ce jour-là, dit-elle, qu'elle a compris qu'elle avait cessé depuis longtemps d'habiter sa propre vie. Ce déclic, elle l'a senti comme une déchirure. Une douleur claire, presque physique, qui l'a obligée à ouvrir les yeux. Elle se souvient d'une soirée précise où tout s'est cristallisé. Elle venait de rentrer d'une entrevue radiophonique, une de celles qu'elle avait autrefois tant aimées. Mais ce soir-là, en franchissant la porte, elle a senti l'air autour d'elle se faire plus lourd, comme un avertissement silencieux.
Son compagnon lui a adressé quelques mots. Pas violents, pas même agressifs, juste tranchants. Des mots qui la renvoyaient une fois de plus à une image qu'elle devait incarner, à un rôle qu'elle n'avait jamais choisi, mais qu'elle portait depuis des années, persuadée qu'aimer signifiait s'adapter. Elle dit qu'il n'y a pas eu de dispute, pas de gestes brusques, rien de ce qui crée habituellement un point de rupture. Mais en elle, le sol s'est ouvert. Elle a ressenti une fatigue immense, une lassitude qui n'avait plus rien à voir avec les concerts, les voyages ou les obligations. C'était une fatigue de l'âme, ce genre d'épuisement qui ne se guérit pas avec du repos, mais avec de la vérité. Elle a senti que si elle ne faisait rien, si elle continuait à se taire encore 1 mois, 1 an, 10 ans peut-être, elle finirait par s'effacer complètement. Les jours qui ont suivi ont été comme un brouillard. Elle se levait, elle chantait, elle souriait encore au public, mais tout cela semblait se dérouler derrière une vitre. Elle entendait les applaudissements, les interviews, les éloges, mais elle n'était plus là. Ses proches disaient percevoir quelque chose dans son regard. Pas de la tristesse, non, quelque chose de plus profond. Une perte. Comme si une partie d'elle tentait d'appeler au secours sans trouver les mots. Isabelle, fidèle à sa pudeur, répondait toujours que tout allait bien, mais à l'intérieur, elle savait déjà que tout allait changer. Un soir, après un spectacle en province, elle s'est retrouvée seule dans la loge, encore maquillée, encore vêtue de la robe de scène. Elle s'est assise, a retiré ses boucles d'oreilles, et soudain, sans raison apparente, elle a éclaté en sanglots. Pas des larmes bruyantes, pas des pleurs incontrôlables, non, juste une coulée silencieuse, presque délicate, mais dévastatrice. Elle dit que c'était comme si son corps parlait pour elle, comme s'il lui disait enfin « Tu ne peux plus continuer comme ça ». Ce soir-là, dans cette petite loge où résonnaient encore les échos du public, elle a compris que la vraie vie ne se trouvait plus dans ce qu'elle vivait au quotidien, mais dans ce qu'elle n'avait plus la force de vivre. La décision n'est pas venue immédiatement. Isabelle n'est pas une femme impulsive. Elle est loyale, réfléchie, profondément sensible aux autres. Elle a tenté de parler, d'expliquer ce malaise qu'elle n'arrivait pas à nommer. Mais comment expliquer une douleur diffuse, un sentiment d'étouffement que rien ne justifie vraiment aux yeux de l'autre? Les mots se perdaient, ils se heurtèrent à des silences, à des incompréhensions, à cette distance qui s'était installée entre eux comme un voile épais. Elle a senti que plus elle parlait, moins elle était entendue. Alors, un soir d'hiver, après une journée longue et froide, elle a compris que son salut ne viendrait pas de l'extérieur, mais d'une décision intérieure. Elle est entrée dans la chambre, a ouvert doucement l'armoire et a commencé à plier ses vêtements. Pas dans la précipitation, pas comme une fuite. C'était un geste calme, réfléchi, presque solennel. Elle dit que ce fut paradoxalement l'un des moments les plus lucides de sa vie. Elle n'emportait pas une valise pleine, juste quelques tenues, quelques papiers, un carnet de chansons et 2 photos. Tout ce qu'elle était devenue tenait dans une petite poche de mémoire et de survie. Lorsqu'elle alla fermer la porte derrière elle, elle n'a pas ressenti de triomphe ni de délivrance immédiate. Juste un immense vide, une sorte de silence intérieur qui lui a fait peur. Car quitter, ce n'est pas seulement se sauver, c'est aussi affronter ce qui reste en soi lorsque les murs s'effondrent et que l'on doit réapprendre à marcher sans appui. Elle se souvient avoir marché dans la rue, enveloppée dans un manteau trop léger pour le froid, mais étrangement, elle n'avait plus mal. Ou plutôt, elle avait mal, mais cette douleur-là lui appartenait enfin. Elle n'était plus imposée, plus surveillée, plus contrôlée. Elle était à elle. Les semaines suivantes ont été une oscillation constante entre le doute et la liberté. Parfois, elle se réveillait en se demandant si elle avait eu raison. D'autres fois,
Elle respirait pour la première fois depuis des années. Elle a retrouvé les lumières du Québec, ce paysage immense où le vent semble parler aux âmes silencieuses. Elle dit qu'elle s'est sentie minuscule dans ces étendues glacées, mais aussi portée par quelque chose de plus grand qu'elle. C'est là, dans ce retour aux sources, qu'elle a commencé à comprendre ce qu'elle avait vécu. Pas un drame, pas un scandale, mais une dérive intime, lente, insidieuse, qui l'avait écartée d'elle-même. Des décennies plus tard, lorsqu'elle raconte cette période, elle ne cherche pas à blâmer, mais à éclairer, à dire que certaines histoires ne s'achèvent pas dans le bruit, mais dans un chuchotement qui marque une vie entière. Elle parle de son divorce comme d'un tournant, non pas parce qu'il fut violent ou spectaculaire, mais parce qu'il a révélé la femme qu'elle avait oublié d'être. Une femme qui avait trop donné, trop pardonné, trop espéré. Une femme qui un jour a décidé de cesser de se trahir pour enfin se retrouver. Et puis, au fil des mois, quelque chose a changé en elle, pas un changement spectaculaire, pas une transformation que l'on exhibe au monde avec fierté. Non, c'était une métamorphose douce, presque imperceptible, qui s'est faite à la cadence du cœur et non à celle du bruit. Elle raconte qu'un matin, en ouvrant la fenêtre de sa maison au Québec, elle a senti l'air froid lui couper la voix, mais d'une manière différente. Ce froid la réveillait, il ne gelait plus. Elle s'est tenue là, immobile, à regarder le ciel pâle qui se levait au-dessus des arbres, et elle a compris que la douleur perdait enfin son empire. Non pas parce qu'elle ne souffrait plus, mais parce qu'elle avait cessé de lutter contre elle. C'est sans doute cela, la première étape de la renaissance. Ne plus chercher à effacer ce qui nous a blessés, mais accepter de le regarder en face. Isabelle dit aujourd'hui que ce moment fut un basculement, non pas vers l'oubli, mais vers la lucidité. Elle avait passé tant d'années à se taire, à se modeler, à étouffer ses propres peurs, qu'elle avait presque oublié que sa vie pouvait être simple, qu'elle pouvait respirer sans permission, qu'elle pouvait exister sans justification. Cette compréhension ne l'a pas saisie comme une révélation mystique, mais comme une évidence paisible, une vérité qu'elle portait déjà en elle depuis longtemps, mais qu'elle n'avait jamais osé écouter. Elle s'est remise à écrire, timidement d'abord, comme si ses mots avaient besoin d'apprendre à marcher. Ce n'étaient pas des chansons destinées à un album, mais des fragments de pensée, des murmures sur le papier. Elle y parlait de la liberté qu'elle redécouvrait, de la femme qu'elle apprenait à aimer de nouveau, de la douceur qu'elle s'autorisait enfin à recevoir. Elle dit que cette écriture lui a permis de reprendre contact avec elle-même, de réunir des morceaux qu'elle croyait perdus. Et peu à peu, la musique est revenue. Non pas comme une obligation professionnelle, mais comme un élan naturel, un souffle créatif qui renaissait sans qu'elle s'en rende compte. Lorsqu'elle évoque cette période, elle sourit d'un sourire neuf, un sourire qui ne cherche plus à masquer quoi que ce soit. Elle explique que la guérison n'a pas été un chemin droit. Il y a eu des moments de doute, des jours silencieux où elle ne savait plus si elle avançait ou reculait. Mais elle avait compris que le mouvement, même fragile, valait mieux que l'immobilité dans laquelle elle avait vécu trop longtemps. Elle parle aujourd'hui de cette renaissance comme d'un apprentissage patient, une sorte de réconciliation entre ce qu'elle avait été, ce qu'elle avait perdu et ce qu'elle devenait. Avec le temps, elle dit avoir cessé de chercher un coupable à son histoire, non pas par naïveté, mais par maturité. Elle a cessé de revisiter chaque détail, chaque souvenir, chaque mot, pour comprendre ce qui avait dérapé. Elle a compris que certaines relations ne meurent pas par faute, mais par invisibilité. On ne voit pas toujours la distance qui s'installe, la fatigue qui s'accumule, la fragilité qui s'infiltre. Et au lieu de garder rancœur, elle a choisi d'embrasser cette réalité nouvelle avec gratitude.
parce que c'est cette épreuve, dit-elle, qui l'a forcée à revenir à elle-même, à retrouver une vérité qu'elle avait oubliée. La liberté intérieure est une conquête et aucune vie ne mérite d'être vécue dans l'effacement. Aujourd'hui encore, elle parle de cette phase de reconstruction avec une sérénité qui étonne. Elle n'enjolive rien, elle ne dramatise pas, elle raconte simplement ce que le temps lui a appris. Qu'on peut tomber, se perdre, s'égarer dans les attentes des autres, mais qu'on peut aussi revenir à soi avec humilité. Elle dit que la vie ne lui a pas rendu ce qu'elle avait perdu, mais qu'elle lui a offert quelque chose de plus précieux encore, la capacité de se tenir debout, seule, sans trembler, et dans cette posture nouvelle, elle a enfin trouvé la paix qu'elle cherchait sans le savoir. Au bout du chemin, Isabelle Boulay ne retient ni les ombres, ni les regrets. Elle retient ce qu'elle a reconstruit en silence, une paix discrète, une tendresse envers elle-même et la certitude que chaque vie peut trouver son souffle après l'orage. Elle le dit avec cette douceur qui est la sienne. On ne guérit jamais tout à fait, mais on apprend à marcher avec ce qui nous a façonnés. Sa rupture n'a pas été une défaite, mais une traversée. Et aujourd'hui, elle regarde en arrière sans amertume, comme on regarde un ancien paysage, avec gratitude pour ce qu'il a enseigné et pour la force qu'il a révélée. Ce qu'elle offre maintenant au monde n'est plus seulement une voix, c'est une sagesse. Celle qui murmure qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir, pour se redresser, pour retrouver la lumière que l'on croyait perdue. Elle avance avec un cœur plus calme, et sa musique porte désormais cette vérité douce. La liberté intérieure vaut plus que toutes les apparences. Si l'histoire d'Isabelle vous a touché, si elle vous rappelle un moment de votre propre vie, n'hésitez pas à le partager. Laissez un mot, un témoignage, un simple « je comprends ». Et si vous souhaitez continuer à découvrir ces récits qui parlent de résilience, de courage et de renaissance, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Chaque geste compte pour faire vivre cette voix qui aujourd'hui encore nous rappelle qu'il existe toujours un chemin pour revenir à soi.